1935. Adolf Hitler exerce désormais un pouvoir sans partage en Allemagne. Son hostilité envers le traité de Versailles est bien connue. Jusqu'où ira-t-il pour bouleverser l'ordre établi? L'avenir nous le dira. L'année commence par un triomphe en matière de relations publiques pour l'Allemagne nazie, dans la Sarre. Cette région allemande, riche en charbon, était sous contrôle de la Société des Nations depuis la fin de la guerre, mais vote désormais massivement pour rejoindre l'Allemagne. En mars, le chef de l'aviation nazie, Hermann Göring, confirme officiellement un secret de Polichinelle. L'Allemagne reconstruit son armée de l'air, au mépris du traité de Versailles. 2 semaines plus tard, Hitler viole à nouveau le traité, en annonçant le rétablissement de la conscription. L'Allemagne doit lever une armée de 36 divisions, soit un demi-million d'hommes. 3 mois plus tard, la Kriegsmarine lance un nouveau sous-marin. Une nouvelle violation du traité de Versailles. Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne a cherché à conclure de nouveaux accords diplomatiques avec le nouveau gouvernement allemand. Ses responsables politiques espèrent qu'en échange de quelques concessions, Hitler acceptera de limiter le réarmement allemand, voire de réintégrer la Société des Nations. Mais en Grande-Bretagne, comme en France, l'ampleur des ambitions d'Hitler suscite désormais une inquiétude croissante. Pour l'Europe, le dilemme est de savoir si les objectifs d'Hitler peuvent être atteints pacifiquement, par la diplomatie, ou si une politique plus énergétique, fondée sur la dissuasion et l'endiguement militaire est nécessaire. Cette question va diviser les responsables politiques en France comme en Grande-Bretagne, entre les partisans de l'apaisement et les bellicistes appelés faucons. Cependant, la plupart se situent au centre, cherchant à concilier dissuasion et diplomatie. Mais toute approche dépend d'une action coordonnée des pays voisins de l'Allemagne. Ainsi, en avril de la même année, les dirigeants britanniques, français et italiens se réunissent à Stresa, station balnéaire du Piémont. Ils décident d'agir ensemble pour s'opposer à toute nouvelle violation du traité de Versailles par l'Allemagne. Ils agiront notamment de concert pour préserver les frontières de l'Europe et l'indépendance de l'Autriche que Hitler convoitait notoirement. Le front de Stresa semble offrir l'espoir d'une action européenne concentrée pour contenir Hitler. Mais 2 mois plus tard seulement, sans consulter ses nouveaux partenaires du front de Stresa, la Grande-Bretagne conclut son propre traité naval avec l'Allemagne, dont les termes violent eux-mêmes le traité de Versailles. Il s'agit d'une décision extraordinaire de la part de la Grande-Bretagne qui exaspère la France et l'Italie. Mais les stratèges navals britanniques sont profondément alarmés par la possibilité de devoir combattre la marine allemande dans les eaux européennes, tout en affrontant simultanément les Japonais dans le Pacifique. C'est un scénario cauchemardesque. Ils saisissent donc l'opportunité d'un nouvel accord avec l'Allemagne, qui limite la Kriegsmarine à 35% de la taille de la Royal Navy. Le nouveau Premier ministre français, Pierre Laval, considère cela comme une trahison de la part des Britanniques. Le dirigeant italien, Benito Mussolini, conclut que ses partenaires de Stresa sont des menteurs et ne respectent que la force. Cet automne-là, il ordonne aux forces italiennes de lancer une invasion de l'Éthiopie, planifiée depuis longtemps. C'est l'un des derniers États africains à ne pas encore être considéré comme une colonie européenne, et Mussolini compte bien l'intégrer à son nouvel empire romain. Malgré ses fanfaronnades, Mussolini craint l'intervention d'autres puissances. Il parie sur le fait que la Société des Nations protestera bruyamment, mais restera finalement inactive. La Société des Nations conclut que l'Italie a violé l'article 12 du pacte de la Société des Nations en menant une guerre illégale. Et pour la première fois de l'histoire,
la communauté internationale impose des sanctions économiques dans le but de mettre fin au conflit. Mais ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni le Japon ne sont tenus par ces sanctions, car ils ne sont pas membres de l'organisation. Et surtout, ces sanctions n'incluent pas le pétrole. Mais certains membres de l'organisation ne les appliquent pas, partiellement ou totalement. Finalement, l'impact économique sur l'Italie est négligeable. Et la société et tout le concept de sécurité collective subit un nouveau coup dur. En Allemagne, Hitler se réjouit de l'effondrement du front de Stresa et de l'humiliation de la Société des Nations. En septembre de la même année, le Reichstag, contrôlé par les nazis, adopte une loi sur la citoyenneté du Reich, ainsi qu'une loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand. Ces mesures donnent une force légale à la pseudo-science nazie sur la race. La principale cible est le peuple juif allemand, diabolisé et considéré comme une menace raciale, désormais privé de sa citoyenneté et de ses droits politiques. Les mariages et les relations sexuelles entre Allemands aryens et Juifs sont également interdits. 1935 est une année où le gouvernement nazi d'Hitler gagne en confiance, avec une série de mesures qui déclenchent l'alarme à travers l'Europe. Mais aucune réponse concertée. Hitler, opportuniste hors pair, décide qu'il est temps d'aller encore plus loin. Tandis que l'Italie, le Japon et l'Allemagne prennent des mesures pour bâtir leurs nouveaux empires, le plus grand de tous, l'Empire britannique, est confronté à une lutte croissante pour maintenir l'ordre. La Grande-Bretagne administre la Palestine dans le cadre d'un mandat de la Société des Nations, un territoire placé sous tutelle, censément préparer le territoire à l'indépendance. Mais en réalité, il est traité comme une colonie britannique. Ici, en avril, une grève générale des Arabes marque le début d'une révolte de 3 ans contre la domination britannique. Des affrontements éclatent entre Arabes, soldats, policiers britanniques et colons juifs, dont le nombre ne cesse de croître. Ces violences font des milliers de morts et de blessés. Des milliers sont arrêtés. En Égypte, les Britanniques acceptent de mettre fin à 5 décennies d'occupation coloniale. Une exception est faite pour le canal de Suez, considéré comme une artère vitale de l'Empire que les Britanniques continueront d'occuper. En Inde, les Britanniques subissent la pression du Parti du Congrès, dirigé par Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru, pour accorder la pleine indépendance. Les Britanniques n'ont aucune intention de le faire et font face à des manifestations et à une opposition constante, avec jusqu'à 80 000 prisonniers politiques arrêtés. Avec tant de questions impériales à gérer, la Grande-Bretagne souhaite éviter un conflit en Europe, à presque n'importe quel prix. Mais en Grande-Bretagne, le sentiment que la France est un partenaire peu fiable se répand. Le sentiment est entièrement réciproque. Et la France prend des mesures pour renforcer sa propre sécurité. Après 6 ans de travaux, la ligne Maginot devient opérationnelle. Ce système de fortification ultramoderne s'étend sur 19 à 26 km de profondeur, comprend 142 forts, environ 5000 blocos et dans certaines sections, est desservi par un chemin de fer souterrain. En théorie, la frontière orientale de la France est désormais imprenable face à toute attaque allemande directe. Mais cette ligne ne s'étend pas jusqu'à la frontière des Ardennes, une région boisée considérée comme inadaptée à la guerre moderne.
L'accent mis sur les fortifications et cette approche défensive suscite des critiques. Parmi elles, un jeune officier d'état-major, le lieutenant-colonel Charles de Gaulle, qui estime que les sommes considérables engagées seraient mieux employées à la mécanisation de l'armée française. Les inquiétudes concernant la renaissance de la puissance militaire allemande sont partagées à Moscou, où Joseph Staline a lancé un second plan quinquennal visant à poursuivre l'expansion rapide de l'économie soviétique. De grands sacrifices sont exigés du peuple soviétique dans le cadre des efforts de l'État pour égaler la puissance industrielle et militaire de ses rivaux européens. Des récompenses sont offertes à ceux qui peuvent imiter des héros comme Alexei Stakhanov, qui avait réussi l'année précédente à extraire 102 tonnes de charbon en 6 heures. La production soviétique d'armements modernes, notamment de chars et d'avions, continue d'augmenter. Une augmentation rendue encore plus urgente par la détérioration de l'ordre international. Mais Staline ne sait pas d'où viendra le coup. De l'Occident capitaliste, de l'Allemagne nazie ou du Japon impérialiste. Et se méfie donc de tous. Mais la France est désormais prête à dépasser les clivages idéologiques, à renouer avec l'ancienne alliance franco-russe. En février, à Paris, la France ratifie un traité d'assistance mutuelle visant à dissuader toute attaque allemande contre l'un ou l'autre pays, en menaçant Hitler d'une guerre sur 2 fronts. Mais en réalité, le traité est inefficace, car aucune clause établit concrètement une collaboration militaire entre la France et les Soviétiques. Pourtant, Hitler affirme rapidement qu'il s'agit d'un plan visant à encercler l'Allemagne. Encouragé par la faible réaction internationale à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, il invoque le traité franco-soviétique comme provocation et ordonne aux troupes allemandes de franchir le Rhin et de remilitariser la Rhénanie. Bien que faisant partie de l'Allemagne, le traité de Versailles et le pacte de Locarno stipulaient que cette région devait rester démilitarisée, exempte de troupes et de fortifications allemandes, comme garantie de sécurité pour la France. La nouvelle violation des 2 traités par Hitler provoque une nouvelle crise internationale. Mais il apparaît rapidement que ni la Grande-Bretagne ni la France ne sont disposés à risquer une nouvelle guerre avec l'Allemagne au sujet de la Rhénanie. Leurs forces armées ne sont pas préparées. L'opinion publique dans les 2 pays est fermement opposée à la guerre. Beaucoup considèrent l'initiative d'Hitler comme simplement une intrusion des Allemands dans leur propre jardin, pour reprendre les termes d'un homme politique britannique. Il apparaît par la suite que les généraux allemands et Hitler lui-même craignaient profondément une intervention de l'armée française. L'armée allemande reste faible. En cas d'intervention française, ses troupes auraient été forcées à battre en retraite. Mais Hitler a fait un pari risqué, et il a gagné. Et tandis que sa popularité monte en flèche en Allemagne, la France et la Grande-Bretagne apparaissent une fois de plus comme faibles et peu fiables. Pendant ce temps, en Afrique, la conquête italienne de l'Éthiopie s'est avérée étonnamment difficile, compte tenu de l'avantage considérable des Italiens en matière d'équipement militaire et de leur recours fréquent au gaz moutarde. Finalement, en mars, ils remportent une victoire décisive à Matchou. La résistance militaire éthiopienne s'effondre. 5 semaines plus tard, les troupes italiennes occupent la capitale, Addis Abeba. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, est proclamé empereur d'Éthiopie. La nouvelle conquête italienne s'unit aux colonies existantes pour former l'Afrique orientale italienne. L'ancien souverain d'Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié, s'enfuit en exil. En mai, il se rend à Genève pour s'adresser à la Société des Nations, où il dénonce avec passion
l'invasion italienne et l'utilisation d'armes chimiques. Dieu et l'histoire se souviendront de votre jugement, prévient-il. Non seulement la société n'a pas condamné les agissements de l'Italie, mais en 2 mois, elle a levé toutes les sanctions prises contre elle. Au Japon, le gouvernement reste menacé par des nationalistes extrémistes qui souhaitent éliminer les modérés et forcer le Japon à s'engager sur une voie plus agressive et militariste. Lors de l'incident du 26 février, des officiers de l'armée appartenant à cette faction lancent un nouveau coup d'État. Plusieurs personnalités politiques de premier plan sont assassinées, mais la tentative de coup d'État échoue. Les instigateurs sont exécutés. Parallèlement, l'armée japonaise du Kwantung cherche à étendre son contrôle sur le nord de la Chine. Pour le moment, une trêve avec le gouvernement de Chiang Kai-shek interdit toute nouvelle avancée vers le sud, au-delà de la Grande Muraille. Les Japonais se dirigent donc vers l'ouest, en Mongolie intérieure. Ils établissent un autre gouvernement fantoche à Mengjiang. Mais une tentative de conquête de la province de Suyan par des forces supplétives est repoussée par l'armée chinoise. En Chine, la colère grandit face à l'incapacité de Chiang Kai-shek à affronter les Japonais. Encouragés par la victoire à Suyan, d'autres décident désormais d'agir. Lorsque Chiang se rend à Xi'an pour rendre visite à son commandant local, le général Zhang, le président, se retrouve assigné à résidence. Zhang le contraint alors à conclure une trêve avec les communistes pour mettre fin à la guerre civile afin que les 2 factions puissent s'unir contre le Japon. Ce second front uni, comme on l'appelle, se révélera une alliance fragile. Mais il convainc Chiang Kai-shek de résister aux futures exigences japonaises. En Europe, les tensions économiques des années 1930 continuent d'alimenter la polarisation et les divisions politiques. En France, une coalition de gauche, le Front populaire, remporte les élections et le socialiste Léon Blum devient Premier ministre. Certains de ses opposants de droite le détestent tellement qu'ils adoptent le slogan « Plutôt Hitler que Blum ». Mais c'est en Espagne que la polarisation politique va dégénérer en violence ouverte. Ici, une coalition de gauche, le Front populaire, est également élue au pouvoir. Les nationalistes espagnols abhorrent ce nouveau gouvernement et en juillet, des officiers de l'armée lancent un coup d'État pour le renverser. Ils s'emparent rapidement du Maroc, des îles Canaries et de Séville. Mais après de violents combats, le gouvernement républicain conserve le contrôle de la plupart des grandes villes. Avec la distribution d'armes aux civils des 2 camps, le décor est planté pour une guerre civile brutale qui fera rage pendant 3 ans. Le général Francisco Franco s'impose comme le chef des forces rebelles nationalistes. Et il se proclame nouveau chef d'État espagnol en octobre. D'autres nations s'engagent publiquement à ne pas intervenir dans la guerre civile espagnole. Mais l'Union soviétique ne tarde pas à fournir des armes et des conseillers au champ républicain. L'Italie fasciste envoie des troupes, des milices de chemises noires et des avions pour soutenir les rebelles de Franco. Hitler envoie des unités aériennes en renfort à Franco, connu sous le nom de Légion Condor. Ce soutien contribuera à faire basculer progressivement la guerre en faveur de Franco.
En août, le monde entier a les yeux rivés sur les Jeux Olympiques d'été 1936, qui se déroulent cette année-là à Berlin. Le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, transforme les Jeux en une vitrine de la propagande pour le nouveau Reich d'Hitler. L'antisémitisme est atténué, tandis que les invités étrangers sont éblouis par les démonstrations de modernité, d'unité et de puissance allemande. Les dignitaires sont reçus avec faste par les dirigeants nazis, tels que le président du Reichstag, Hermann Göring. De nombreux visiteurs sont impressionnés. Hitler semble avoir transformé l'Allemagne, lui avoir restauré sa fierté, relancé son économie, mis fin au chaos politique et réglé le problème des communistes. Hitler continue de clamer son désir de paix. En Grande-Bretagne notamment, certaines personnalités continuent de se demander si les nazis ne sont pas si mauvais que ça. Parmi elles, le roi Édouard VIII. Et pourtant, ce même mois, Hitler donne des ordres secrets pour lancer un plan quadriennal. En réalité, Hitler n'entrevoit pas la paix, mais une guerre existentielle inévitable entre l'Allemagne nazie et ce qu'il appelle le judéo-bolchevisme, qui se manifeste en Union soviétique. L'Allemagne doit marcher vers l'Est, écraser les soviétiques et s'emparer de l'espace vital. Autrement, pensait Hitler, le peuple allemand serait lui-même anéanti par ses ennemis raciaux. Sous la supervision d'Hermann Göring, le plan quadriennal prépara l'Allemagne à ce conflit. L'accent sera mis dans un premier temps sur la production nationale de ressources essentielles à la guerre, telles que le charbon, le minerai de fer, les produits chimiques, les textiles et l'aluminium. Cela libérera l'Allemagne de la menace d'un blocus et lui fournira la base industrielle nécessaire à un réarmement à grande échelle. Toutes les autres considérations sont désormais subordonnées à cet objectif. Cet automne-là, Hitler réussit un coup d'État diplomatique. Un an auparavant, l'Italie s'était alliée à la Grande-Bretagne et à la France au sein du front de Stresa, destiné à contenir l'Allemagne. Mais l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini a définitivement divisé le front. Le 1er novembre, Mussolini annonce une nouvelle alliance avec l'Allemagne. Il la nomme l'Axe Rome-Berlin. Les deux nations coopéreront pour combattre le communisme, aider les nationalistes de Franco en Espagne et soutenir mutuellement leurs ambitions coloniales. En décembre 1936, le roi Édouard VIII annonce son abdication. Cette décision fait suite à des mois de rumeurs et de scandales concernant son intention d'épouser une Américaine divorcée. Nombre de ses anciens sujets poussent un soupir de soulagement, notamment ceux qui connaissaient son enthousiasme pour Adolf Hitler. Dans les années 1930, les sondages d'opinion n'en sont encore qu'à leur début. Mais un sondage d'opinion, réalisé cette année-là aux États-Unis, révèle que 95% des Américains s'opposent à toute implication dans une future guerre à l'étranger. Les nouvelles lois sur la neutralité interdisent la vente d'armes américaines à toute nation belligérante. L'esprit d'isolement est en grande partie une réaction à la Première Guerre mondiale. Un conflit d'une immense horreur dont les principaux bénéficiaires semblent avoir été les empires britanniques et français. Avec le recul, de nombreux Américains pensent qu'ils n'auraient jamais dû s'impliquer. Cela signifie que, tout comme la Grande-Bretagne et la France, cette grande puissance restera elle aussi une simple spectatrice. Tandis qu'à l'étranger, de nouvelles menaces gagnent en confiance et en puissance. Nous remercions notre consultant pour cette série, le professeur Richard Overy, historien de la Seconde Guerre mondiale à l'Université d'Exeter.
Vous pouvez désormais soutenir la chaîne en rejoignant les rangs des grognards, nos précieux membres YouTube qui bénéficient de badges de fidélité, d'émojis personnalisés et d'un accès anticipé aux nouvelles vidéos. Cliquez sur le lien d'abonnement sur la page de notre chaîne pour vous inscrire dès maintenant.